Elle n'a pas entendu le clic de la porte qui se fermait. Ou peut-être que si, et elle a simplement supposé que c'était encore le vent, comme toujours. Quoi qu'il en soit, au moment où Aaron s'est retourné et a tendu la main vers moi, le lit était froid. La tasse de café que j'avais laissée derrière moi fumait encore. Sa tasse préférée, celle qui disait « la femme la plus passable du monde ». En face, la sienne, propre et vide. Je lui servais toujours la sienne en deuxième. Cette fois, je ne l'ai pas servi du tout. J'ai laissé le thermostat à 22 degrés, exactement comme elle aimait. J'ai sorti les poubelles une dernière fois. J'ai aligné les clés sur le comptoir en granit avec une précision que je n'avais appliquée à rien depuis des années. Maison, voiture, coffre-fort. J'ai même laissé le double pour la gardienne de chien qu'elle n'avait jamais annulé, au cas où elle aurait besoin de sauver les apparences. L'alliance est sous la salière. J'ai pensé que c'était approprié, vu le nombre de soirs où elle m'a dit que je manquais de saveur. Elle trouverait tout ça dans environ 1 heure, après avoir traversé sa routine matinale en somnambule, pensant toujours que je serais de retour de l'épicerie du coin ou d'un jogging, ou de toute autre illusion qu'elle préférait ce jour-là. Elle ne remarquait jamais quand je quittais la pièce, et encore moins la ville. Mais cette fois, c'était différent, au moment où elle s'est préparé son propre café parce que je n'étais pas là pour le faire. J'étais à 2 heures de là, traversant la frontière de l'État avec un sac à dos, 2 téléphones jetables, et un nom que je n'utiliserai plus jamais. 17 ans à être utile. Pas chéri, pas aimé, juste utilisé. Comme un meuble, comme ce fichu grille-pain. On s'attendait toujours à ce que je fonctionne. Jamais remercié, sauf si je tombais en panne. Et même alors, seulement parce que cela causait un désagrément. Vous voulez savoir pourquoi je suis parti sans me battre? Sans un seul mot? Parce que j'avais déjà gaspillé assez de salive dans cette maison. On peut crier dans le vide pendant une décennie et quand même y perdre sa voix. La dernière vraie conversation que nous avons eue, 3 semaines avant que je ne disparaisse, portait sur le bac de recyclage. Pas sur le chien que nous venions d'enterrer. Pas sur le fait que je n'avais pas dormi plus de 4 heures par nuit depuis des mois. Juste sa liste habituelle de choses que je n'avais pas réussi à faire, entre être invisible et être dans le chemin. Elle a arrêté de me demander comment j'allais il y a environ 5 ans. J'ai arrêté de répondre il y a environ 4 ans. Le plus drôle, c'est qu'elle dira probablement à tout le monde que j'ai fait une dépression, une crise de la quarantaine, que je suis parti parce que je ne pouvais pas supporter la vraie vie. Elle pleurera sur Facebook et publiera une photo filtrée de nous deux, d'un Noël qui n'était pas heureux, en faisant comme si tout cela était un choc. La vérité, c'est qu'elle s'entraînait au veuvage depuis l'année 10. Et si vous écoutez ceci et que vous êtes toujours avec moi, si vous faites partie de ces 97% qui n'ont pas encore cliqué sur le bouton d'abonnement, faites-moi une faveur, changez ça. Ça aide l'équipe ici à continuer. Et peut-être, juste peut-être, ça rappelle à quelqu'un d'autre comme moi qu'il n'est pas fou, juste coincé. Pour l'instant. Je n'ai emporté aucun souvenir. Pas les photos. Pas la montre qu'elle m'a offerte quand je suis devenu associé. Pas même le vieux journal relié en cuir où j'écrivais les choses que je ne pouvais pas dire à voix haute. J'avais déjà mémorisé ce qui comptait. Le reste, elle pouvait le garder. Même le chien. Oui, j'ai laissé Buddy. Il m'a suivi jusqu'à la porte ce matin-là. La queue battante, comme s'il savait que quelque chose était différent. Peut-être qu'il le savait. Il en a toujours su plus qu'elle. Mais je ne pouvais pas l'emmener. Elle aimait ce chien de la manière dont elle était censée m'aimer. Et j'ai pensé qu'il serait le seul battement de cœur familier qui resterait dans cette maison quand elle réaliserait ce qu'elle avait fait. Je n'ai pas pleuré. Cette partie surprend toujours les gens quand je leur raconte. Ils s'attendent à des larmes, de la rage, un grand départ théâtral. Mais le silence est plus terrifiant que les cris. Le silence laisse place aux questions auxquelles on ne peut pas répondre. Qu'est-ce que j'ai fait? Était-ce quelque chose que j'ai dit? Depuis combien de temps préparait-il ça? Laissez-la se poser les questions. Laissez-la pourrir dedans. Parce qu'au moment où le soleil a touché notre porche, je n'étais plus son mari. Je n'étais plus à personne. J'étais juste un homme avec un plein d'essence et aucune destination. Et pour la première fois en 17 ans, c'était suffisant. Le GPS s'est coupé quelque part après la borne kilométrique 223. Pas de réseau, pas de Wi-Fi, juste l'étendue monotone de l'autoroute désertique et un horizon brûlé par le soleil qui se fichait de qui j'avais été. Parfait.
J'ai jeté le téléphone dans un fossé. Pas juste éteint, disparu. Il a vibré 2 fois avant d'atterrir face contre terre dans le gravier, probablement à cause d'un de ces textos de routine, un de ceux pour « prendre des nouvelles », qui n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec l'image. Je l'imaginais tapant un de ces émojis mielleux, un smiley qu'elle utilisait comme une arme quand elle ne voulait pas parler de ce qui comptait. Ce téléphone avait été ma laisse pendant des années. Je me suis éloigné du bourdonnement comme si c'était un animal mourant. 1 heure plus tard, je me suis garé devant un entrepôt de stockage en bord de route, avec plus de poussière que de clients. Le type derrière le comptoir avait une claudication et une voix qui sonnait comme s'il avait passé 50 ans à crier sur Dieu. « Mensuel ou annuel ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. « Mensuel ?» ai-je dit, sous le nom de Rick Delaney. Rick Delaney. C'était le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Un gars dont je me souvenais à peine d'un cours d'atelier au lycée. Silencieux, oubliable, disparu avant la 2e année. Approprié. Il m'a glissé un presse-papier. Box 12B. Ne laissez rien de vivant là-dedans. Le 12B a avalé les dernières boîtes que je transporterai jamais de mon ancienne vie. L'essentiel seulement, de vieux outils, des vêtements de rechange, 2 épaisses enveloppes de liquide que j'avais économisées au cours de la dernière année sans qu'elle le remarque. Elle pensait que j'essayais de réparer la chaudière alors que j'apprenais à disparaître. Il s'avère que YouTube vous apprend plus qu'à réparer un robinet qui fuit. J'ai gardé une boîte sur le siège passager, la noire, avec le couvercle renforcé de ruban adhésif. À l'intérieur, des passeports, de fausses cartes d'identité, des permis imprimés sur du vrai plastique. Mes feuilles d'entraînement à l'écriture, des dizaines. Il faut du temps pour que le mensonge s'ancre dans la mémoire musculaire. L'enveloppe marquée « Coyote » contenait l'adresse du motel que j'avais repéré 6 mois plus tôt. Je l'avais réservé sous une fausse adresse email en utilisant une carte prépayée achetée en espèces. La femme à la réception était plus jeune que prévu, probablement dans la fin de la vingtaine. Pas d'alliance. Elle n'a pas demandé la mienne. Vous restez combien de temps, a-t-elle demandé, sans juger, mais presque. 1 mois, peut-être 2. Elle m'a tendu la carte clé comme si elle se fichait que je rende la chambre un jour. Chambre 6, au fond du couloir. Pas de mur mitoyen. Pas de questions. Elle me plaisait déjà. À l'intérieur, le climatiseur sifflait comme s'il n'avait pas été aimé depuis des décennies. Le papier peint était taché dans les coins et la télécommande avait du ruban adhésif à la place du couvercle des piles, mais c'était calme. Personne n'appelait mon nom. Personne n'attendait de café. Personne ne demandait si j'avais déjà classé les reçus d'impôt du compte joint. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai juste respiré. Pas cette respiration nerveuse, courte et paniquée. Une vraie respiration, celle, basse et profonde, que l'on ne prend que lorsque personne n'est dans la pièce avec vous et que vous n'avez pas à faire semblant. Ce matelas de motel avait le goût de la liberté. Ressorts affaissés et tout. À la tombée de la nuit, j'avais de nouveaux vêtements d'une friperie, un téléphone jetable acheté 2 villes plus loin, et le début d'une barbe que je n'allais pas raser de sitôt. J'ai regardé les infos à faible volume. Pas un mot sur moi. C'est la beauté d'être un moins que rien. On ne fait pas les gros titres quand on disparaît. On devient juste une de ces histoires que les gens racontent autour d'une bière. Tu te souviens de Dan ? Je me demande ce qu'il est devenu. Non, vous ne vous le demandez pas. Vous êtes passé à autre chose avant même que j'ai fermé la porte d'entrée. J'ai pratiqué la signature de Rick Delaney 10 fois de plus cette nuit-là. L'ai écrite sur un bout de papier. Puis dans un carnet, puis sur le formulaire de demande de permis de conduire que j'ai imprimé à la bibliothèque voisine. Avec le bon argent et le bon bureau, c'est incroyable à quel point il se fiche de qui vous dites être. J'ai mémorisé ma nouvelle date de naissance. 18 juillet 1977, 1 an de moins que la vraie, juste assez pour me rendre moins trouvable. J'ai appris le code postal par cœur. J'ai inventé un nom de jeune fille pour ma mère. J'ai inventé un lieu d'origine que personne ne visitait. Rick Delaney est né cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis rasé la tête, j'ai acheté de nouvelles bottes et j'ai brûlé ce qui restait de mon ancien portefeuille dans la poubelle du motel. J'ai regardé les dernières braises s'éteindre vers 3 heures du matin. Les bras croisés, la fenêtre entr'ouverte, les cendres flottant comme de la neige sur le sol du désert. C'était la première nuit où je dormais plus de 6 heures en 10 ans. Aaron n'a pas paniqué au début. C'est ça le truc. Elle s'est réveillée tard,
après 7h30, ce qui l'a plus agacé qu'autre chose. Pas d'odeur de café. Pas de tintement de la cuillère dans la tasse en céramique. Pas de pas feutré tournant dans la cuisine comme une horloge. Juste le calme. Elle a arpenté le couloir en bâillant. Daniel? Rien. Elle n'y a pas trop pensé. Peut-être qu'il était parti pour une de ses promenades matinales. Ou peut-être à l'épicerie. C'est ce qu'elle s'est dit en ouvrant le frigo, agacée de ne pas trouver de crème. Encore. Ce n'est qu'en ouvrant le placard et en voyant qu'il ne manquait qu'une seule tasse, la sienne toujours impeccable et intacte, que quelque chose en elle a marqué une pause. Pas assez pour l'alarmer, juste un hoquet de confusion. Elle a attrapé son téléphone. Pas de texto, pas d'appel manqué. Elle est allée dans le garage, s'attendant à voir sa voiture partie, mais les crochets où il suspendait toujours les clés étaient vides. Pas seulement ses clés, toutes. Voiture, maison, cabanon, boîte aux lettres, toutes parfaitement arrangées sur le comptoir, trop parfaitement, comme des preuves. Quand elle s'est retournée pour se servir du café, son coude a heurté la salière. Elle n'a pas bougé. Elle l'a soulevée, et elle était là, nichée en dessous comme dans un jeu de cache-cache ridicule. L'alliance en or qu'elle n'avait pas vue hors de son doigt en 17 ans. Simple, sans fioriture. Il n'avait jamais aimé les choses tape à accent grave l'œil. Pas comme elle. Maintenant, le souffle s'est coupé dans sa gorge. Elle est retournée dans la chambre, a ouvert le placard et s'est figée. Des cintres vides. Pas tous, mais assez pour laisser un vide. L'absence était plus assourdissante que n'importe quel cri. Pas de sac de voyage, pas d'ordinateur portable, pas de basket, même la vieille flanelle qu'elle détestait. Ce stupide truc usé qu'il portait quand il se sentait mal. Parti. Disparu comme l'homme qui le portait. D'accord, se murmura-t-elle en clignant des yeux. D'accord. Elle a appelé son portable, directement sur la messagerie vocale. Même pas une sonnerie, cette petite voix féminine mécanique répétait « le numéro que vous essayez de joindre », comme une provocation. À midi, elle a appelé son bureau. Une réceptionniste a répondu « Oh, bonjour, Madame Fairbank. Daniel n'est pas venu aujourd'hui, mais je pensais qu'il prenait juste son temps personnel. » Du temps personnel? Je ne savais pas qu'il en avait de prévu, a dit Aaron. Eh bien, il a déposé sa demande il y a 3 semaines. Il a dit qu'il pourrait la prolonger. Elle ne s'en souvenait pas. Elle s'en serait souvenue. La réceptionniste a continué, il a dit de tout rediriger vers 3 pendant son absence. Il s'est passé quelque chose? Non, a dit Aaron. Non, tout va bien. Merci. Elle a raccroché. Ce n'était pas bien. Cette nuit-là, elle a bu une demi-bouteille de vin rouge et lui a envoyé une douzaine de textos. Tous non lus. Elle a essayé de rappeler. Toujours la messagerie vocale. Puis elle a vérifié les relevés de carte de crédit. Rien depuis hier. Un paiement à une station-service, sur une autoroute rurale. C'est là que la fissure s'est élargie. Le deuxième matin, elle ne s'est pas habillée. Elle est restée assise sur le canapé en robe de chambre, parcourant ses réseaux sociaux comme un détective cherchant une lettre de suicide, mais il n'y avait rien. Pas de citation cryptique, pas de statut de nouveau départ. Il ne publiait jamais grand-chose. Ça l'avait toujours agacé. Maintenant, ça la terrifiait. Elle a essayé d'appeler son frère. Il ne t'a pas appelé, n'est-ce pas? Non. Aurait-il dû? Il est parti. Parti comment? Comme en vacances? Parti comme si toutes ses affaires avaient disparu, y compris sa fichue alliance. Silence. Aaron, dit lentement son frère. Qu'est-ce que tu as fait? Cette phrase l'a frappé comme une gifle. Parce que l'implication, la supposition par défaut, était qu'elle avait fait quelque chose. Quelle était la raison? Et la vérité, c'est qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Pas exactement. Juste un millier de petites coupures. Le sarcasme qu'elle n'avait pas retenu. Les rires qu'elle dirigeait à ses dépens. Les dîners où elle effaçait des histoires. Les fois où elle disait « Daniel, tu ne peux pas », comme s'il était un enfant qui faisait des siennes. Elle avait classé ça dans la catégorie « mariage », dans la catégorie « routine ». Maintenant, cela ressemblait à des preuves. Le 5e jour, elle a commencé à mentir.
Il décompresse juste, disait-elle à ses amis. Il prend de la distance. Le travail a été dingue, vous savez. Elle hochait poliment la tête, mais elle spéculait déjà dans son dos. Le 7e jour, elle arpentait la maison à 2 heures du matin, murmurant « Où diable es-tu ?» comme si c'était une prière. Elle ne savait pas encore que ce n'était pas une absence. C'était un effacement, et il l'avait planifié pendant qu'elle était occupée à parler par-dessus lui, à remodeler le récit, à le transformer en ce mari qui serait perdu sans elle. Il s'est avéré qu'elle avait tort. C'était elle qui ne pouvait pas dormir. Il fait une dépression, a dit Aaron pendant un brunch, agitant la main comme pour chasser une pensée importune. Sa voix portait facilement à travers la table jusqu'à ses amis qui affichaient des airs identiques d'inquiétude polymasqués en sympathie. Vous savez comment est Daniel quand il ne se sent pas apprécié. Le dernier mot avait une inflexion acide, comme s'il était destiné à quelqu'un d'autre. Elles étaient 4. Jocelyne, Claire, Bridget et Lisa. Toutes vieillissant bien, toutes rompues aux tactiques de survie de banlieue. Pilate, Sauvignon blanc, vulnérabilité sélective. Il est probablement en train de camper quelque part, ajouta Aaron en poignardant son toast à l'avocat. Vous savez, communier avec ses sentiments. Jocelyn a esquissé un sourire crispé. Ça ne ressemble pas à Dan, pourtant. Sans vouloir t'offenser, intervint Claire, mais n'était-il pas du genre tableur Excel? Le camping, c'est pas lui. Aaron s'est penché en arrière, les yeux balayant la terrasse comme si elle s'était soudainement ennuyée. Eh bien, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que j'ai épousé quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Qui connaît vraiment son conjoint? Et voilà. Le premier pivot dans sa version de l'histoire. Si vous ne trouvez pas les faits, appropriez-vous la fiction. La première semaine, son récit a fonctionné. Les gens hochaient la tête. Les gens disaient, les hommes sont bizarres après 40 ans. Les gens offraient du vin, des distractions, des ragots chuchotés qui pouvaient être recyclés en empathie. Mais le 10e jour, quelque chose a cédé. C'était un paiement refusé, pour le jardinier. Elle avait fait le chèque comme toujours, l'avait jeté dans la boîte aux lettres, puis avait reçu un appel. Madame, le chèque n'est pas passé. Quoi, a-t-elle dit, ouvrant brusquement son compte bancaire en ligne. Je l'ai. Compte chèque joint bloqué. Épargne d'urgence vidée à 0. Elle a cliqué sur la 2e hypothèque, juste pour avoir l'impression d'avoir encore un certain contrôle, mais le solde était payé. Pas juste à jour. Payé en totalité. Transaction effectuée, lisait-on. Transfert de titre initié. Initié où? Par qui? Elle a fait défiler, cliquer, taper sur des PDF jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne de signature. Le nom de Daniel, légalement notarié. Daté de 6 mois. Sa bouche est devenue sèche. Elle a vérifié la signature 3 fois. Même trait, même que sur le F, fils de P, commença-t-elle, puis elle referma l'ordinateur portable assez fort pour faire trembler les verres à vin à proximité. Elle a rappelé son frère. Tu as dit que tu ne lui avais pas parlé. Je ne lui ai pas parlé. Tu es sûr? Écoute, Aaron, dit-il prudemment. Pourquoi m'appellerait-il avant toi? Celle-là a fait mal. Il a fait quelque chose avec l'hypothèque. L'argent a disparu. Tout. On dirait qu'il a planifié ça. Ne sois pas ridicule. Il y eut une pause. Est-ce ridicule, demanda-t-il doucement. Parce qu'on dirait que tu ne faisais pas attention. Elle a raccroché. Le lendemain, elle a engagé quelqu'un. Pas un détective privé bon marché des pages jaunes, un spécialiste. Traçage d'empreintes numériques, suivi facial à partir de caméras publiques, schéma de voyage, déclaration de revenus, incohérence d'identité. Elle a utilisé un téléphone jetable pour passer l'appel. L'homme à l'autre bout du fil était calme, méthodique. Suspectez-vous une fraude, a-t-il demandé. Je suspecte quelque chose, a-t-elle dit. Mon mari a disparu. Je pense qu'il se cache sous un autre nom. A-t-il déjà fait ça? Non. Alors j'aurai besoin de temps et d'argent. Elle a viré la compte. 10 jours plus tard, l'email est arrivé. Rapport PDF, 28 pages. Elle l'a ouvert sur son iPad, un verre de vin rouge à la main, les nerfs à vif. Sujet, Daniel Fairbank. Alias connu, aucun trouvé.
Activité numérique cessée entièrement il y a 11 jours. Permis de conduire expiré. Traces de crédit froide. Voyage, pas de vol, pas de bus. Une caméra de sécurité de station-service, basse qualité, vieille de 2 semaines, non confirmée. Médias sociaux, supprimés. Ligne finale, localisation actuelle inconnue. Le sujet semble avoir supprimé toute trace numérique et financière. Le sujet n'existe pas sous les paramètres connus. Elle a fixé la dernière page. L'enquêteur avait encerclé une citation en gras. Qui que soit cet homme, il s'est préparé. Ce n'était pas une impulsion. C'était un effacement. Ses doigts tremblaient. Pour la première fois, le mot « parti » ne signifiait pas « perdu ». Il signifiait « délibéré ». Le lendemain matin, elle est allée au placard pour prendre son manteau. Et c'est là qu'elle a remarqué que ses vieux albums photos avaient disparu. Ceux de leurs premières années ensemble, leur voyage à Bar Harbor, le chalet dans le Vermont, la fête d'anniversaire de ses parents, tous manquants. Elle ne s'en était même pas rendue compte jusqu'à ce moment. Ce n'était pas seulement qu'il était parti. C'était qu'il l'avait laissé sans rien de lui à quoi se raccrocher. Pas même le mensonge qu'elle avait répété pour se sentir à l'aise. L'atelier de diagnostic se trouvait au bord de nulle part, coincé entre un magasin d'aliments pour animaux en faillite et un panneau publicitaire pour un cabinet d'avocats à 3 comtés de là. La peinture s'écaillait. L'enseigne au néon, ouvert, clignotait comme un mauvais battement de cœur. Et le parking était généralement parsemé de pics UPS blanchis par le soleil et de SUV éclaboussés de poussière, attendant que quelqu'un s'en soucie. C'était parfait. Je l'avais trouvé grâce à un prospectus épinglé au mur de la buanderie du motel. Embauche, technicien en diagnostic. En espèces. Pas de conneries. Pas de nom, pas de numéro, juste une adresse. Exactement le genre d'endroit où un homme nommé Rick Delaney pourrait appartenir. Le propriétaire, Gus, approchait des 70 ans et ça se voyait. Épaisse lunette, doigts tachés de nicotine, une bouteille d'oxygène qu'il n'utilisait jamais vraiment. La première chose qu'il m'a dite n'était pas « bonjour ». C'était « tu te débrouilles pour pas tout foirer ». J'ai hoché la tête. Silencieux, bon avec les chiffres, casier judiciaire vierge. Il a grogné, m'a fait signe d'entrer. C'était l'entretien. Pendant les 3 premiers mois, je n'ai presque rien dit à part « oui »,« non » et « besoin de la douille de 9 mm ». J'ai gardé la tête baissée, mémorisé le fonctionnement de l'endroit, qui arrivait en retard, qui essayait de marchander, quel fournisseur mentait sur les délais. J'ai trouvé la fuite dans leur logiciel de facturation, je l'ai réparé, sans dire un mot. 2 semaines plus tard, Gus m'a appelé dans le bureau, m'a tendu une enveloppe. Prime en espèces. J'ai vérifié les comptes. Tu m'as fait économiser plus de 6 000. J'ai cligné des yeux. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Ouais, eh bien, a-t-il marmonné. Tu l'as quand même. Tu veux plus d'heures? Bien sûr. C'était le début. J'ai commencé à arriver tôt, à réorganiser l'inventaire, à enregistrer chaque fichu boulon dans un système qui n'avait jamais existé auparavant. J'ai optimisé les commandes de fourniture pour que nous arrêtions de perdre de l'argent sur les frais express. J'ai créé un calendrier de rotation pour ne pas gaspiller des heures de travail sur des diagnostics inactifs. Je n'essayais d'impressionner personne. J'avais juste besoin de travailler. Besoin d'être invisible en mouvement. Les clients m'aimaient parce que je n'essayais pas de les charmer. Je disais juste la vérité. Vous êtes à 2 semaines d'une panne de transmission totale. Celui qui a fait votre dernière vidange a utilisé le mauvais filtre. Votre voyant moteur n'est pas cassé. C'est vous qui l'êtes. Le mot s'est répandu. Les gens aimaient le gars qui ne parlait que si c'était important. Rick est vif, disait-il. Silencieux mais vif. J'ai laissé le nom prendre racine. La 2e année, c'est moi qui formais les nouvelles recrues. Gus a commencé à partir pour des demi-journées, puis des journées entières. Un matin, il a eu une quinte de tout et a dit « Tu as déjà pensé à diriger un endroit comme ça ?»« Bien sûr, ai-je dit. J'y ai pensé. Penser, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Je sais faire. Il m'a étudié. Tu as de l'argent ? J'ai hoché la tête. Propre, légitime et en main. Il a souri pour la première fois depuis que je l'ai rencontré.
On en reparle le mois prochain. L'offre est arrivée en juillet. Il était fatigué, a-t-il dit. Il voulait aller plus souvent à la pêche, voir ses petits-enfants. Je ne suis pas encore mort, a-t-il plaisanté, mais je suis fatigué d'attendre de l'être. J'ai acheté 40% d'emblée. Tout en espèces, pas de financement, pas de banque. Cela a soulevé son sourcil, mais il n'a pas posé de questions. Il ne voulait pas savoir où un homme comme moi avait trouvé ce genre d'argent. J'aurais pu lui dire la vérité. Que j'avais discrètement liquidé notre ancien compte de courtage en micro-retrait pendant 9 mois avant de partir. Que Aaron n'avait jamais remarqué les fonds manquants parce qu'elle ne regardait jamais les relevés, seulement les soldes. Que l'argent n'était plus à elle, même légalement. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste dit, vous avez un stylo? À la fin de l'été, j'avais les clés du bâtiment, les codes d'alarme et le respect de chaque gamin couvert de graisse sur le plancher. Je n'ai pas demandé la loyauté. Je l'ai gagnée. Tu te présentes tous les jours. Tu dis la vérité. Tu n'arnaques pas les gens. Des règles simples. Une cliente, une femme dans la soixantaine avec une voiture qui tenait à peine la route, m'a dit, vous n'êtes pas comme les autres. On dirait que vous avez vécu sans vie, et aucune d'elles n'a été facile. J'ai souri et dit, je suppose que j'en suis à la 101e. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, même si ce n'était pas le cas. Je gardais un petit appartement au-dessus de l'atelier. Dépouillé, un matelas propre par terre. Une assiette, une tasse, une poêle en fonte. Pas de photos, pas d'horloge, pas de passé. Certains soirs, je m'asseyais sur le toit, sirotant un café de station-service, regardant le désert s'étendre comme un cimetière de pensées inachevées. Elle ne me manquait pas. Cela impliquerait qu'il y avait quelque chose de réel à regretter. Ce qui me manquait, c'était l'idée d'être vu. Mais ce besoin s'est estompé avec chaque vidange, chaque réparation de frein et chaque diagnostic que je faisais sur des étrangers qui voulaient juste de l'honnêteté. Rick de l'année n'était plus un déguisement. C'était celui que je devenais quand personne ne regardait. Et quand on vit assez longtemps dans le courant sous-jacent, on finit par réaliser que c'est soi-même qui dicte la marée. C'était un commentaire anodin. Une phrase lancée en l'air lors d'un barbecue du 4 juillet, il y a près d'une décennie. À moitié ri, entre 2 bières et des feux d'artifice, pendant que les gars débattaient de leur rêve de retraite. Si jamais je disparais, avait dit Daniel en retournant un hamburger, ce sera à l'ouest de la rivière. De grand ciel, pas de bruit. Il avait dit ça à un vieil ami, pète quelque chose. Un de ces hommes à moitié présents qu'Aaron appelait toujours les « meubles humains » de Daniel. Mais Pet s'en souvenait. C'est ça le truc avec les gens qu'on ignore. Ils écoutent mieux que ceux qui parlent. L'enquêteur, il s'appelait Landon, mince, les yeux ternes, méthodique, avait poursuivi des pistes sans issue pendant 6 semaines. Des impasses de téléphones jetables, des lacunes dans la surveillance, des vérifications de propriété au nom de Daniel Fairbank. Rien. Mais quand il a commencé à creuser dans les cercles sociaux, à scanner de vieux textos, à vérifier les antécédents des associés connus, le nom de Pet est apparu. Et Pet, malgré toute sa distance, a décroché quand Landon a appelé. Il a dit, à l'ouest de la rivière, de grand ciel, pas de bruit. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Pet est resté silencieux. Puis, ouais. Ça veut dire qu'il était sérieux. Aaron s'est agrippé à la coudoir de son canapé en cuir quand Landon le lui a rapporté. Il y a une bande de comtés près de la région de la rivière ouest, largement ruraux, peu de forces de l'ordre, beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en espèces. L'endroit parfait pour se cacher. Je vais compiler une carte cible. Et s'il a changé de nom? Il l'a probablement fait. Mais les habitudes sont difficiles à effacer. Les compétences aussi. Je chercherai tout ce qui touche au diagnostic, à l'ingénierie, à la logistique, le genre de rôle vers lesquels il aurait gravité. Aaron n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée assise au comptoir de la cuisine, fixant la chaise vide en face d'elle, celle où il s'asseyait toujours, remuant tranquillement son café avec ce petit motif de cliquetis. Elle ne pouvait s'empêcher de l'entendre maintenant. Ne pouvait pas l'effacer de sa mémoire, comme une mélodie coincée en boucle. La carte est arrivée 3 jours plus tard. Des cercles rouges, 5 villes, tout à la lisière du désert. 2 avaient des garages automobiles locaux. Une avait un centre de diagnostic avec un transfert récent de propriété partielle, payé en espèces. Bingo.
Elle a réservé une voiture de location, n'a prévenu personne, a écrit une note à son assistante au cabinet, je prends 2 jours personnels, je me déconnecte. Le genre de note dont elle se moquait autrefois chez les autres femmes. Maintenant, c'était sa bouée de sauvetage. Elle a conduit seule. 6 heures. Pas de musique, juste le bruit de la route et une voix dans sa tête, rejouant chaque fois où elle avait parlé par-dessus lui. Chaque fois où elle avait dit à quelqu'un lors d'un dîner que Daniel n'était pas très bavard, comme si c'était attachant, comme si le rendre invisible faisait partie de la blague conjugale. La ville n'était même pas sur la plupart des applications GPS. Juste un bureau de poste, une pharmacie, un dîner avec une enseigne vacillante qui disait « Patacite ». Et à côté, un bâtiment gris et trapu avec un parking en béton fissuré, et une enseigne qui disait « De l'année auto-diagnostic ». Son cœur s'est serré. Elle ne s'est pas garée tout de suite, et passé 2 fois devant, tournant en rond, essayant de respirer. La 3e fois, elle s'est garée de l'autre côté de la rue. Ses mains étaient glacées, tremblant alors qu'elle agrippait le volant. À travers la vitre poussiéreuse, elle l'a vu. Ce n'étaient pas les cheveux, rasés maintenant, ni la silhouette, plus mince et plus usée. Ce n'étaient même pas les vêtements, la chemise de travail tachée de graisse qui disait « Rick ». C'était la posture. Cette façon particulière qu'il avait de se pencher en avant pour expliquer quelque chose au gamin à côté de lui. Calme, sans hâte, comme si le monde ralentissait autour de lui quand il avait un travail à faire. Il a tendu un outil au gamin, a souri légèrement, puis s'est tourné vers la fenêtre. Elle s'est baissée, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans sa gorge. C'était lui. Elle a cherché son téléphone, s'est figée. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire? Salut, tu te souviens de moi? La femme qui n'écoutait jamais? Celle qui qualifiait tes dépressions silencieuses de sautes d'humeur et faisait de toi le bruit de fond de ta propre vie? La porte a carillonné derrière elle. Une serveuse du dîner est passée avec un plateau. Ça va, ma belle? Aaron a dégluti, a hoché la tête rapidement. Ça va, juste fatigué. Mais elle n'allait pas bien, parce que de l'autre côté de la rue se trouvait un homme qui l'avait si complètement effacé qu'il n'avait même pas sourcillé quand elle l'avait trouvé. Et ça la terrifiait plus que s'il avait crié. Elle est sortie de la voiture, les jambes faibles, a traversé la rue lentement. La cloche au-dessus de l'atelier de diagnostic a sonné quand elle a ouvert la porte. Ça sentait l'huile et le caoutchouc cuit par le soleil. Il n'a pas levé les yeux au début, a juste continué à s'essuyer les mains avec un chiffon. « Excusez-moi » a-t-elle dit, la voix faible. « Je cherche Daniel. » Il a levé les yeux. Leurs regards se sont croisés. Plat, calme, vide. « Vous vous trompez de personne, madame. » Elle a cligné des yeux. « Non, c'est vous. »« C'est moi, Daniel. »« C'est Rick, a-t-il dit, pas méchamment, juste factuellement, comme on dirait à quelqu'un que le ciel est bleu. Elle s'est approchée. « Daniel, s'il te plaît. » Il s'est retourné vers le jeune mécanicien. « Peux-tu aller chercher l'alternateur pour la B3 ?» Le gamin a hoché la tête et est parti sans lui jeter un second regard. Aaron est resté là, la respiration courte, attendant. Il n'a plus parlé. Ne l'a pas reconnue. N'a pas demandé pourquoi elle était venue. S'en fichait. Ses mains tremblaient alors qu'elle reculait vers la porte. En sortant sur le trottoir, la chaleur l'a frappée comme un mur. Et elle s'est soudain souvenue de toutes ces années où elle lui disait qu'il devait sortir plus, comme si c'était un défaut de caractère, alors qu'en réalité, elle ne voulait juste jamais être seule avec le silence entre eux. Maintenant, elle l'avait, et il était assourdissant. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Après avoir quitté l'atelier, Aaron a conduit en boucle sans but à travers la ville. Chaque virage la ramenant aux 3 mêmes intersections. L'épicerie, la station-service, l'atelier de diagnostic. Cette fichue enseigne. De l'année auto-diagnostic. Lettrage net. Design honnête. Comme si quelqu'un avait bâti une vie à partir de rien et était fier de la garder simple. Elle a dormi 2 heures dans la voiture de location, garée derrière un vidéoclub fermé, recroquevillée sur le siège passager avec une veste sur les genoux. Quand le soleil s'est levé, chaud et impitoyable, elle ne se sentait pas humaine. Elle se sentait exposée, comme une plaie sous du sel. À midi, elle est revenue. Même sol taché d'huile, même odeur de café rassis, même homme.
Il se tenait près du fond de l'atelier, un presse-papier à la main, désignant une baie moteur pendant qu'un adolescent griffonnait des notes. Sa voix était basse, professionnelle, précise. Toujours la même cadence, bien que l'inflexion ait changé, comme si quelqu'un avait baissé le volume de son âme. Elle s'est raclée la gorge bruyamment. Il n'a pas regardé, alors elle l'a dit plus fort cette fois. Daniel. Le nom a atterri dans l'air comme une malédiction. Il s'est tourné lentement, calme, complètement imperturbable. Des yeux plus vieux que dans son souvenir, plus vifs, mais plus froids aussi, comme si la douceur qui vivait autrefois derrière eux s'était depuis longtemps calcifiée. Vous vous trompez de personne, madame, a-t-il répété. Même ton, même choix de mots. Elle s'est avancée. Ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Cette comédie? Ses lèvres ont tressailli, mi-amusées, mi-irritées. Je ne joue aucune comédie. Tu es Daniel Fairbank. Tu es mon mari. Je sais que c'est toi. Le jeune mécanicien a levé les yeux de son établi. Un autre homme au fond de l'atelier a fait une pause, une clé à la main. L'air est devenu lourd. Le silence est devenu tranchant. Je suis Rick Delaney, a-t-il dit platement. Et si vous n'avez pas de rendez-vous, vous devrez sortir. Ce n'est pas une salle d'attente. Sa gorge s'est asséchée. Tu m'as quitté. Tu as disparu. Et maintenant tu fais semblant. Quoi? Que je n'ai jamais existé? Il a incliné la tête, s'est essuyé lentement les mains sur une serviette d'atelier rouge, puis l'a pliée et l'a posée avec une précision chirurgicale. Je ne fais semblant de rien, a-t-il dit. C'est vous qui vous immiscez dans la vie de quelqu'un d'autre. Les larmes menaçaient de monter dans sa gorge, mais elle les a ravalées. Elle n'avait aucune idée de comment argumenter avec un homme qui l'avait déjà effacé. Comment exiger la reconnaissance de quelqu'un qui a complètement réécrit sa mémoire? Elle a regardé autour d'elle dans l'atelier, les visages confus, le garçon qui l'étudiait maintenant comme si elle était l'étrangère. Elle a baissé la voix. Tu as planifié ça. Il n'a pas bronché. Je me suis préparé. Il y a une différence. Elle a cligné des yeux. Je ne sais même plus qui tu es. C'est le but. Quelque chose a cédé en elle. Je t'ai donné ma vie. Non, a-t-il dit, sa voix calme comme du verre. Tu as emprunté la mienne, puis tu l'as appelée tienne. Elle a reculé comme si elle avait été giflée. Il s'est détourné, pas brusquement, juste comme si elle n'avait pas d'importance, comme si sa présence ne valait même pas la peine de réagir. Elle est restée là, chancelante sur des talons qu'elle n'aurait pas dû porter sous cette chaleur, noyée dans le silence. Puis elle a reculé vers la porte, stupéfaite, cherchant la poignée comme quelqu'un qui s'agrippe à la fin d'un rêve. La cloche a sonné quand elle l'a ouverte. Bonne journée, a-t-il lancé par-dessus son épaule. Pas un ricanement, pas une pique, juste de l'indifférence. Elle a trébuché dans la lumière du soleil, aveuglée par elle, s'est penchée et s'est appuyée sur ses genoux. La chaleur montait de l'asphalte. Sa respiration venait en courte rafale saccadée, comme si elle venait de courir 1 kilomètre sans se souvenir d'avoir commencé. Un couple est passé en plissant les yeux. La femme a murmuré quelque chose et ils ont traversé la rue pour l'éviter. Elle s'est retournée pour regarder à travers la vitre. Il avait disparu de sa vue. De retour au travail, probablement. De retour à la vie qu'il avait construite. Une vie qui n'avait pas de place pour elle. Aucune trace de ce qu'ils avaient été. Aucune preuve qu'elle l'ait jamais touché, ou qu'elle ait compté. Elle est restée dans la voiture pendant plus d'1 heure. Trop abasourdie pour conduire. Ses mains tremblaient sur le volant. Mais ce n'était pas la peur qui l'a saisie. C'était la prise de conscience que ce n'était pas un acte. Ce n'était pas une punition. C'était une conclusion. Et le visage qu'elle avait regardé pendant 17 ans, l'homme qu'elle connaissait, qu'elle moquait, qu'elle réduisait au silence, avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus froid, de plus intelligent, de plus libre. C'est arrivé un mardi. Sans fanfare, sans coursier, juste une enveloppe blanche ordinaire. Étiquette dactylographiée, papier rigide. Professionnel, mais froid. C'était dans le courrier habituel du matin, coincé entre un prospectus de Trader Joe's et une autre enveloppe fine de l'avocat spécialiste en divorce qu'elle n'avait pas rappelé. Elle a failli la jeter. Mais quelque chose dans la façon dont son nom était tapé, Aaron Fairbank, dans cette police de caractère net et utilitaire,
l'a fait hésiter. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, juste un affranchissement au compteur d'une ville qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a glissé un couteau dans le haut et a sorti une série de documents. Son souffle s'est coupé avant même qu'elle ne lise l'entête. Acte de cession. Son nom en gras. La propriété listée, leur maison. La maison. Elle a tourné la page suivante. Un transfert notarié. Net, déposé, légal. Le titre lui appartenait désormais, libre et sans charge. Pas de conditions, pas de frais, pas de privilèges. Au dos, attaché lâchement avec un trombone rouillé, se trouvait une image numérisée. Un reçu d'un virement bancaire daté de plus de 3 ans. Il montrait le montant total du remboursement. L'intégralité de la deuxième hypothèque, celle qu'elle pensait qu'il devait encore, celle qui planait sur chaque décision majeure, chaque dispute sur les budgets de vacances, chaque ligne de leur bilan annuel de l'état du mariage, était remboursée bien avant que Daniel ne disparaisse. Sans le lui dire. Elle a fixé le document. Le compte indiqué pour le paiement n'était pas leur compte joint. C'était un compte qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle a attrapé son téléphone, a composé le numéro du service hypothécaire. Une femme polie a confirmé. Oui, Madame Fairbank. Ce prêt a été remboursé en totalité le 19 juin, il y a 3 ans. Mais nous avons fait des paiements. Oui, Madame. Vous avez envoyé des chèques mensuels, mais le compte était surpayé. Nous l'avons appliqué à votre solde séquestre. Aaron a raccroché sans dire au revoir. La dernière page de l'enveloppe n'était pas légale. Juste une seule ligne griffonnée au stylo au bas du reçu numérisé, dans cette écriture mi-cursive exacte dont elle s'était moquée lors de la saison des cartes de Noël. Maintenant, tu possèdes toute l'illusion. Ses genoux ont cédé avant que son esprit ne comprenne. Elle est tombée sur le carrelage. L'enveloppe serrée comme si elle pouvait prendre feu. Le silence de la cuisine l'a engloutie tout entière. Pas de café qui infuse, pas de pas dans le couloir, juste le son de sa propre respiration qui se défait. L'homme qu'elle qualifiait autrefois d'ennuyeux avait orchestré une disparition si méticuleuse qu'elle ne savait même plus lesquels de leurs actifs étaient réels. Elle s'est traînée jusqu'au comptoir et a ouvert son ordinateur portable. Ses mains tremblaient alors qu'elle vérifiait de vieux mots de passe. Le compte de courtage, fermé. L'épargne, à 0. Le filet de sécurité qu'elle pensait exister, celui sur lequel elle comptait en prétendant être l'architecte de leur vie, n'était qu'un accessoire de théâtre vide. Et maintenant, il lui avait offert le décor. Rideaux, lumière, et tout le reste. Pendant des semaines, elle s'était dit que ce n'était qu'une phase, qu'il reviendrait à la maison, qu'il se calmerait. Qu'un jour, Daniel apparaîtrait dans leur allée comme un fantôme pénitent, prêt à implorer un pardon qu'elle n'était pas sûre de lui accorder. Mais ça c'était un message. Pas bruyant, pas cruel, juste final. Tu voulais la maison? Bien. La voilà. Avec les mensonges que tu te racontais sur ce que ce mariage a jamais signifié. Tu veux le contrôle? Prends-le. Prends-le tout entier. Elle s'est relevée, prise de vertige, s'agrippant au comptoir. Les pièces autour d'elle semblaient inconnues. Chaque vase, chaque look soigné, chaque meuble du milieu du siècle sur lequel elle avait insisté, tout ressemblait maintenant à des éléments de décor d'une pièce de théâtre qui s'était terminée il y a des années. L'illusion n'avait jamais été la sienne. Elle avait toujours été à elle. Il en était simplement sorti, comme un homme se réveillant du rêve de quelqu'un d'autre. Et maintenant, elle était piégée à l'intérieur, avec toutes les lumières allumées et plus personne pour applaudir. Cela faisait 5 ans. Aaron était au salon de coiffure, feuilletant distraitement un magazine d'affaires glacé pendant que sa couleur posait. Le coiffeur parlait du chien de son petit ami ou de quelque chose d'aussi insignifiant, et Aaron n'écoutait qu'à moitié, ses doigts tournant les pages au rythme de son détachement. Les titres défilaient. Quelque chose sur l'immobilier, quelque chose sur l'énergie verte. Et puis il était là. Page 46. Une photo en couleur, nette, puissante. Un homme en costume anthracite debout devant une rangée de véhicules de service noirs et rouges arborant un logo épuré. De l'année Automotive Group. Le titre disait « De la Grèce alors ». L'homme qui a bâti un empire automobile à partir d'un garage dans le désert. Elle a cessé de respirer. C'était son visage. Plus âgé, plus mince, la barbe maintenant plus nette. Mais c'était lui. Pas de doute.
Pas un sosie. Pas une ressemblance statistique. Daniel. Elle a lu chaque mot comme s'il lui était dicté. L'aventure de Rick Delaney, 49 ans, a commencé avec un seul atelier de diagnostic dans l'Arizona rural. Connu pour son service d'une honnêteté brutale et sa systématisation obsessionnelle. Delaney a transformé un garage poussiéreux en un réseau multi-état de centres de services automobiles haut de gamme. Ses mains tremblaient. Le coiffeur a remarqué. « Ça va ?» Aaron a hoché la tête. Bouffé de chaleur. Le coiffeur a souri. « Ma belle, pareil pour moi. » Mais Aaron n'était plus dans la pièce. Elle se souvenait de la façon dont il comptait les boulons en parlant. De la façon dont ses yeux scannaient chaque reçu 2 fois, même au restaurant. De la façon dont il chargeait silencieusement le lave-vaisselle avec la précision d'un homme qui ne tolérait pas le hasard. Tous ces traits qu'elle avait autrefois critiqués étaient maintenant loués par écrit, transformés en marques, admirés. Il les avait utilisés et les avait transformés en quelque chose qu'elle ne pourrait jamais toucher. Une recherche rapide sur Google l'a confirmé. Rick Delaney, conférencier principal, Western Industrial Conference, Santa Clara. Elle a réservé le billet le jour même. Ce n'était même pas difficile. La conférence était ouverte au public. Elle s'est fait passer pour une consultante indépendante, a obtenu un badge, a porté les talons qu'elle n'avait pas osé porter depuis des années. Pas pour lui, pour elle-même. C'est du moins ce qu'elle s'est dit. Le lieu était un palais de verre élégant, bourdonnant de cartes de visite et de sourires minces. Personne ne la remarquait. Personne ne se souciait de qui elle était. Mais elle voyait tout. Les bannières, la signalisation, les programmes, tous avec son nom. Rick Delaney, fondateur et PDG. Cela ne ressemblait pas à une trahison. Cela ressemblait à des funérailles. Elle a trouvé sa place au 2e rang, au centre. Elle n'a pas scié pendant les discours d'ouverture, a juste attendu, le dos raide, la bouche sèche. Et puis il est monté sur scène. La foule a applaudi et il a souri, mais seulement légèrement. Comme un homme qui n'avait pas besoin d'applaudissements, mais qui respectait le rituel. Sa présence remplissait la pièce sans effort. Elle a été frappée de voir à quel point il n'avait pas besoin de sa reconnaissance. Il a cliqué sur sa télécommande, a parlé d'un ton mesuré, a montré des diapositives de graphiques de croissance, des photos d'équipe, des plans de centre d'expansion. Les gens hochaient la tête, prenaient des notes. Pas elle. Elle se contentait de le fixer. Elle aurait pu l'appeler par son nom à ce moment-là. Aurait pu se lever et crier « Tu m'as quitté ». Aurait pu exiger des réponses devant un millier de professionnels. Mais elle ne l'a pas fait. Parce qu'il ne faisait plus semblant. Ce n'était pas un masque. C'était l'homme. Après la table ronde, les participants ont formé une file pour lui parler. Elle a attendu. Pas à l'avant. Pas à l'arrière. Juste assez pour être manquée si elle changeait d'avis. Quand il a finalement traversé le hall latéral, escorté par 2 organisateurs, elle s'est mise sur son chemin. L'éclairage était tamisé. La moquette étouffait ses pas. Il était à 2 mètres d'elle quand elle l'a murmuré. Daniel. Il s'est arrêté, s'est tourné. A scanné son visage. Pas de panique, pas de surprise, juste une attention polie, comme si elle était une autre investisseuse potentielle ou une journaliste. Oui. Cette voix. C'est moi, a-t-elle dit. Aaron. Il a cligné des yeux une fois, a légèrement incliné la tête, puis est venu le sourire. Petit, mesuré. Ah. Une pause. Tu as l'air en forme, a-t-il dit. C'était tout. Pas, comment vas-tu? Pas, pourquoi es-tu là? Pas, je suis désolé. Juste, tu as l'air en forme. Comme s'il n'était rien de plus que de vieux camarades de lycée se croisant dans une épicerie. Elle a ouvert la bouche pour dire autre chose, mais il était déjà en train de repartir, hochant la tête à l'homme à ses côtés. Le planning est serré, a-t-il murmuré. Continuons. Et juste comme ça, il a disparu dans la foule. Pas un fantôme. Un homme avec un but. Et elle est restée debout dans l'éclat de son succès, entourée d'étrangers applaudissant pour une vie qui était autrefois la sienne, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle n'avait pas prévu de le suivre. Elle n'avait même pas l'intention de rester après la conférence. Mais quand les portes du couloir se sont refermées derrière lui,
son corps a bougé avant que son esprit ne rattrape. Elle s'est faufilée à travers la foule comme quelqu'un poursuivant un train en partance, l'écho de sa voix encore frais dans ses oreilles. Pas les mots, mais le ton. Calme, final, comme s'il avait déjà dit au revoir bien avant de partir. Elle l'a trouvé près de la sortie du quai de chargement, juste derrière l'accès arrière de la Seine. Il était seul, juste pour un instant, sirotant de l'eau et faisant défiler son téléphone. Les accompagnateurs s'étaient éclipsés pour s'occuper de la presse. C'était le premier moment de silence qu'elle avait avec lui en 5 ans. Daniel. Il a levé les yeux lentement. Pas de tension, pas de préparation, juste une reconnaissance. Aaron. Son nom sonnait étranger dans sa bouche. Neutre, comme un dossier en cours d'accès. Pas une personne dont on se souvient. Elle s'est approchée, le bruit de ses talons sur le sol en béton résonnant plus fort qu'elle ne s'y attendait. Je dois te demander quelque chose. Et je mérite une réponse. Il a mis son téléphone dans sa poche. Pas de roulement d'yeux. Pas de soupir. Juste le genre de patience qu'elle lui souhaitait autrefois. Le genre qu'il lui donnait avant qu'elle ne lui apprenne que le silence était plus sûr. Pourquoi, a-t-elle demandé, sa voix se brisant sur les bords. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour ça? Pour nous? Pourquoi simplement disparaître? Il l'a regardé longuement. Pas avec colère, pas avec douleur. Juste avec une sorte de miséricorde silencieuse qui faisait plus mal que la haine. Elle s'attendait à un paragraphe, une blessure, une confession. Au lieu de cela, il lui a donné une seule phrase. Parce que je n'ai jamais fait partie de ton histoire, a-t-il dit. J'étais juste le mobilier. Et puis il s'est retourné, et parti avec le même rythme régulier dont elle se souvenait de chaque matin où il partait au travail. Sauf que maintenant, chaque pas sonnait comme une conclusion. Une porte s'est ouverte au bout du couloir et l'a englouti. Au-delà, des applaudissements ont de nouveau éclaté. Une voix dans le haut-parleur a annoncé, Rick Delaney, conférencier principal et fondateur de Delaney Automotive Group. La foule a rugi, les gens ont applaudi, les caméras ont flashé, et elle est restée dans le couloir sombre, seule, entourée des échos d'un nom qui n'était pas le sien et ne l'avait jamais été. Personne ne remarqua son départ. Personne ne lui demanda son nom.